Salut, c'est Romaric. Dans cette vidéo très importante que je fais avec les derniers rayons du soleil, je vais aborder un sujet primordial pour ta vie de tous les jours et ta vie de permaculteur aussi, parce que je sais que ça t'intéresse. Je vais te parler d'un concept abstrait et de comment l'appliquer dans un domaine un peu permacole, dans un domaine de design en permaculture. Normalement il y a 3 parties dans cette vidéo et je vais aussi faire des petites images pour que tu comprennes plus facilement de quoi je parle. Des graphies, mais pas info. Voilà. Alors dans la première partie je vais t'expliquer théoriquement ce que c'est un système et je vais commencer par une phrase qu'on m'a appris en cours comme quoi des fois il y a des choses utiles et d'ailleurs je préfère je dis ça parce que si ça te fait tilt c'est sans doute parce qu'on a été dans la même classe ensemble. Un système c'est un tout et tout est système, voilà. Maintenant tout est dit. Tout est système parce que un système est un tout. Déjà parce que tout peut être considéré comme un système et un système c'est un tout cohérent, c'est quelque chose que tu peux identifier comme une unité, un individu, quelque chose d'unique mais éventuellement répétable, c'est à ça que sert l'abstraction. Et c'est un tout parce que c'est composé de plein de petits éléments qui sont également des systèmes. Je vais donner des exemples parce que là ça paraît complètement abstrait. Par exemple un bus, c'est un système. C'est un système parce que c'est un tout que tu peux identifier comme tel. Tu peux dire c'est un bus et quand je te montre du doigt ce bus, tu dis c'est un bus. Comme par exemple tu vois, ça, là le truc qui court, c'est un système. Un pigeon c'est un système. Mais donc un bus, un pigeon sont composés de plein d'éléments et c'est l'ensemble de ces éléments, le fait que ces éléments fonctionnent ensemble qui font que ce système est un tout cohérent, un tout qui fonctionne ensemble et qui, par l'assemblage de tous ces éléments, réalise des fonctions particulières. C'est ce qui fait dire à certains que le tout est plus grand que la somme des parties. Si par exemple tu prends tous les organes d'un pigeon et que tu les mets juste côte à côte, ça produira pas les mêmes effets qu'un pigeon. Si tu prends toutes les pièces détachées d'un bus, ça produira pas les mêmes effets qu'un bus. Par exemple, tu pourras pas te déplacer avec ce bus, tu pourras pas monter dedans et tu pourras pas simplement te rendre d'un point A à un point B en payant un ticket. Alors que si tout ça est monté ensemble avec un chauffeur, etc., ça fait toujours un tout cohérent, c'est toujours une unité de transport en commun, mais cette unité de transport en commun rend des services particuliers qui te permettent de te déplacer justement d'un point A à un point B avec un petit ticket. Voilà, donc ça, c'était pour te dire qu'un système est un tout. D'ailleurs, ce n'est qu'un tout si tu regardes précisément, et ça revient un petit peu avec pas cette théorie, mais cette remarque qu'on fait assez régulièrement, comme quoi déjà on fait partie d'un tout, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de différence entre le tout et l'extérieur. C'est uniquement toi qui, par la discrimination que tu effectues sur telle ou telle chose, rend le tout comme un individu, une unité. Mais si tu regardes précisément, le système, le tout n'a pas d'existence propre. Il existe que parce qu'il y a des éléments. Mais si tu regardes ces éléments en détail, ces éléments qui sont également des systèmes, donc tu vas avoir une petite, une arborescence de plus en plus spécifique, de plus en plus petite. Si tu réfléchis à l'échelle physique, on va dire, des éléments de plus en plus petits qui sont toujours des systèmes mais qui n'ont pas d'existence propre, et c'est uniquement parce que tu les détailles comme tels qu'ils existent comme un tout, comme un système, comme quelque chose d'identifiable. Voilà, donc même le concept de système, le concept de définir quelque chose comme un individu ou comme un tout, c'est quelque chose d'abstrait. Voilà. Mais ça permet de mieux comprendre, d'alléger aussi le mental. Si par exemple je te détaillais un arbre comme un tronc, une écorce, des branches, des feuilles, etc. Déjà je passerais un temps fou à le dire, et puis dans ma tête j'aurais besoin de comprendre tous les éléments, de les détailler de plus en plus petits, jusqu'à avoir cerné dans la totalité ce que c'était qu'un arbre.
ce qui est impossible, puisque si tu zoomes de plus en plus petit, tu t'arrêteras jamais de détailler ce qu'est un arbre, et puis même si tu dézoomes, ben, l'arbre n'est rien sans la terre qui l'abrite, n'est rien sans l'air qui le nourrit, etc., sans le soleil. Donc voilà, cette abstraction, cette chose cette capacité mentale qui nous permet d'identifier les choses comme voilà, des individus, c'est ce qui permet de comprendre ce que c'est qu'un système. Un système, c'est donc quelque chose que tu veux observer. C'est comme une boîte noire, c'est-à-dire que tu vas te passer des détails, tu vas dire c'est un arbre, tu vas dériver, c'est aussi donc une certaine forme de motif, hein, tu peux appliquer au système des motifs. C'est un motif qui te permet de ne pas gérer tous les détails, mais de dire simplement voilà, je parle de ce tout, et au lieu de comprendre le fonctionnement interne, je vais juste identifier les fonctions qu'il... et là on arrive sur pas la deuxième partie, mais la deuxième sous-partie de la première partie, c'est-à-dire que les fonctions que rend un système sont globalement de la transformation d'énergie. Un système, en plus d'être un tout, a une autre propriété très intéressante qui est qu'il prend des intrants, il y a des flux d'énergie, de matière qui rentrent à l'intérieur, on va dire plutôt d'énergie de manière globale. Il y a de l'énergie qui rentre, donc des intrants, et de l'énergie qui sort, des extrants. Le plus souvent, les intrants sont différents des extrants. Par exemple, un humain qui va manger de la nourriture va ressortir de la matière fécale, par exemple. Si je prends un autre exemple, par exemple un feu de cheminée, qui est une cheminée, c'est un système. La cheminée prend comme intrant une étincelle et du bois et d'autres combustibles et ressort avec de la chaleur. Les extrants sont de la chaleur et descendent. Voilà, tu comprends, il y a une transformation qui est effectuée. Comment cette transformation est effectuée? Elle est effectuée par les sous-éléments, enfin les éléments qui composent le tout qu'on observe. Donc c'est-à-dire que à l'intérieur d'un système, il y a souvent plusieurs autres systèmes qui effectuent des transformations intermédiaires pour prendre les intrants, on va les appeler, moi je les appellerais énergie primaire, les intrants, et qui ressort à la fois de l'énergie secondaire, des choses qui n'existaient pas avant, et puis aussi une partie des éléments de l'énergie primaire qui est rentrée, mais dans un volume moindre. C'est-à-dire que tu as 100% d'énergie primaire qui rentre, et puis tu as un pourcentage variable d'énergie primaire et secondaire, mais le volume, la quantité d'énergie qui rentre est égale au volume d'énergie qui sort. Sauf s'il y a stockage à l'intérieur, et c'est aussi quelque chose d'important à prendre en compte dans le design d'un système de permaculture. Voilà. Donc ça c'était pour te définir un système. Donc un système c'est un tout composé de plusieurs éléments qui fonctionnent ensemble. Et puis aussi c'est un tout qui effectue des transformations, qui transforme l'énergie qui rentre, les intrants, en des extrants. Donc une partie, par exemple, tu vois, je vais te donner des exemples de choses qui sont pas perturbées. Si tu prends une loupe par exemple, non pas une loupe, une vitre vraiment sans teint, sans résistance, et ben la vitre s'il y a de la lumière qui passe à travers, elle subit une modification très très faible. Pourtant la lumière qui rentre, la lumière qui sort n'est pas tout à fait la même que la lumière qui sort. Et il y a des spectres qui sont sans doute freinés par une partie ou déviés par le verre, mais pourtant il y a toujours une partie de la lumière initiale qui est rendue. Et il y a aussi un autre aspect, c'est que s'il y a une légère teinture, il y a la lumière, l'énergie du soleil qui va peut-être chauffer un peu le verre et qui va lui permettre de stocker de la chaleur et de la restituer dans le temps. Donc les extrants ne sont pas exactement les mêmes que les intrants. Et puis ça peut être complètement différent, comme par exemple dans un moteur qui prend du combustible et qui fait ressortir du combustible brûlé, de la fumée, etc. Voilà, donc ça c'était la partie théorique. Maintenant on va parler des terrains, et puis après on parlera de comment est-ce que c'est qu'un système intégré mais vraiment appliqué à la permaculture. Un terrain, on peut considérer ça comme un système, dans la mesure où ça prend des intrants et des extrants et que tu peux l'identifier comme un tout. Si par exemple tu achètes un terrain, tu dis mon terrain, tu le définis comme une chose, tu peux l'identifier comme tel. Pourtant si tu regardes de plus près, ce terrain est composé d'un milliard d'éléments qui fonctionnent ensemble et qui lui permettent de réaliser des fonctions bien particulières. Donc voilà, on va réaliser cette abstraction, on va nommer terrain, on va identifier comme individu cette chose qui en fait n'est pas une chose par elle-même, mais qui est l'assemblage de plein de sous-systèmes, de sous-éléments.
Le terrain, c'est un système ouvert, c'est-à-dire que donc il prend des intrants depuis l'extérieur, comme par exemple du soleil, du vent, de l'eau, etc. Et puis il va ressortir aussi d'autres choses, comme par exemple de la matière organique, des feuilles mortes. S'il y a des animaux qui vivent dessus et qui se nourrissent de ce qui est présent sur le terrain, alors il y a peut-être des animaux qui vont sortir, comme il y a des animaux qui vont sans doute rentrer dans ton terrain, et ça fait partie des intrants et des extrants. Voilà. Et d'ailleurs, c'est important de bien comprendre cette notion d'intrant et d'extrant pour la partie système intégré, un système qui prend en compte aussi l'extérieur, son environnement, et pas que l'intérieur. Ce qui est voilà, du domaine de la responsabilité dont j'ai parlé hier dans ma vidéo sur le système un peu alternatif d'organisation. Dans une optique productive, le terrain, ce système, doit effectuer des transformations pour transformer des intrants basiques, l'énergie primaire comme le soleil, eau, machin, pour soit produire des choses utilisables par toi à l'intérieur du terrain ou par d'autres choses que tu veux développer. Si tu vis sur ton terrain, tu as envie que ton terrain produise avec l'eau et la lumière, etc., des légumes, ce genre de choses. Mais si tu veux aussi en vivre, entre guillemets, gagner de l'argent vis-à-vis de ça, il va falloir que tu transformes les intrants en extrants, des produits utiles que tu peux vendre ou que tu peux échanger avec d'autres personnes. Ça, c'est pour la partie productive. Pour la partie durable, il faut que tu te contentes, que tu arrives à... Là, je parle vraiment de design, hein, si tu veux designer ton terrain, si tu veux te lancer dans la permaculture, il faut que tu prennes en compte le fait qu'il y a des intrants qui sont renouvelables, qui sont gratuits, qu'il vaut même mieux capter, comme le soleil et le vent. Donc il faut se servir parce que c'est des ressources qui sont alors effectivement renouvelables dans une optique court, moyen, long terme, mais à très long terme c'est quelque chose d'épuisable, de fini. Hein, la lumière du soleil, l'énergie qui est à l'intérieur est finie, elle est quantifiable, je suppose, et il y a un moment où il n'y en aura plus, donc d'où l'intérêt de s'en servir tant qu'elle est là, et pour réduire l'entropie. Mais c'est un sujet un peu plus abstrait que je n'aborderai pas dans cette vidéo, et je pense que j'en ai déjà parlé avant, donc fais tes recherches, bordel. Voilà, donc il faut, si possible, se passer d'intrants non renouvelables, c'est-à-dire d'argent, par exemple. Voilà, un terrain, si tu vis dedans, il y a un moment où il faudrait voir... Attends, je suis en train de perdre les clés de mon locker, ce qui serait assez embêtant, excuse-moi. Voilà. Pour se contenter des intrants renouvelables, le soleil, l'eau et le vent et ce genre de choses. Voilà. Ça c'est pour la partie plutôt durable. Et encore l'eau c'est pas tout à fait infini, donc mais on y revient dans la troisième partie sur l'intégration machin. Pour le design, du coup, on peut, sachant que les systèmes réalisent des transformations, que toi tu veux créer, tu veux une production utile, il va falloir que tu prennes le début et la fin, c'est-à-dire les intrants à disposition et les extrants que tu veux produire. En fonction de ça, tu vas réaliser ton design, c'est-à-dire que tu vas essayer de faire le lien entre ce qui t'est accessible et ce que tu veux produire. Et tu vas placer des éléments dans ton terrain, tu vas les faire fonctionner ensemble, tu vas leur faire réaliser une quantité variable de transformation intermédiaire. Donc par exemple, tu as du soleil, ce soleil va être fixé par les plantes, ces plantes vont être mangées par des animaux, ces animaux, par exemple des poules qui vont manger certains fruits ou certains trucs comme ça, vont produire des œufs, et peut-être que ces œufs, ça va être la production utile, c'est ce que tu veux obtenir à la fin. Donc pour réaliser ça, il va falloir que tu mettes en place les différents sous-systèmes, les différents éléments, que tu les fasses fonctionner ensemble pour partir de l'intrant, la lumière du soleil, éventuellement 2-3 poulets pour démarrer, et ensuite les faire se reproduire, leur faire avoir des œufs pour avoir une production utile, qui est peut-être même, qui va créer de l'abondance et que tu vas pouvoir revendre par la suite pour financer par exemple des graines, etc. Il y a toujours une phase d'installation plus ou moins longue qui peut ne pas avoir de fin si tu veux toujours amener des nouvelles choses dans ton terrain. Excuse-moi, j'ai mangé il n'y a pas longtemps. Et je me suis perdu. Voilà. Mais t'as compris l'idée. Tu prends les intrants que tu as à disposition et tu regardes les extrants possibles, les choses que tu veux produire, et tu fais le lien entre les deux. Tu assembles plein de transformateurs intermédiaires, plein de systèmes, plein de petits tout d'éléments. Tu les fais fonctionner ensemble pour avoir ce que tu veux obtenir à la fin. Dans
le livre dont je t'ai parlé hier, A Designer Manual, c'est un concept qui est comment dire, abordé dans le deuxième chapitre, il me semble, ou le premier, le deuxième ou le troisième, je sais plus. Et Bill Mollison appelle ça des je sais plus, intégration net, il me semble. En gros, comme des toiles qui vont prendre les intrants et les transformer. Donc en fait, tu peux avoir par exemple, il pleut, l'eau va ruisseler sur ton terrain et va sortir. Tu n'auras fait aucune utilisation de ça. Donc il va falloir que tu mettes en place des transformateurs le long de ce flux d'énergie pour produire quelque chose avec, que ce soit une production finale ou une production intermédiaire qui va permettre d'alimenter d'autres sous-systèmes. Je voulais juste parler de ce concept de net, de toile, de choses qui va absorber, parce qu'en fait tes transformateurs, les systèmes que tu vas mettre sur ton terrain et les faire fonctionner ensemble, il faut qu'ils soient sensibles aux intrants ou au moins aux productions intermédiaires qui sont créées par les éléments, les systèmes intermédiaires. Et il faut aussi qu'ils produisent des extrants, ces sous-systèmes qui soient captables, qui soient utilisables par les différents les autres éléments qui vont permettre d'arriver à ta production finale, ta production utile. Voilà, ça c'était comment on peut appliquer l'idée de système à une optique un peu permacole. Et maintenant, je vais te parler d'un autre point de vue qui est plus spécialement du ressort abstrait théorique, mais vraiment du domaine environnemental pour te faire réfléchir au fait que quand tu vas concevoir ton terrain, tu peux pas le concevoir en dehors de son environnement, puisque ton terrain n'est qu'un système qui compose un écosystème plus large. Et si tu remontes de plus en plus haut dans ces échelles, tu vas arriver à un moment à la planète Terre et tu te rends compte que tout est lié, qu'il n'y a pas de rupture entre ton terrain. Ton terrain est un système ouvert et toutes les décompositions que tu peux faire avec tes yeux, avec ton cerveau du monde entier ne sont en fait que des systèmes qui sont reliés entre eux, qui n'ont pas d'existence propre, puisque en fait ils n'existent que par les éléments qui les composent, qui existent eux-mêmes que par les éléments qui les composent. Voilà. Donc cette notion d'intégration, de système intégré est très utile. Elle est du domaine de ta responsabilité de concepteur permacole, d'humain responsable, d'adulte, de personne qui veut maximiser son impact positif sur l'environnement, qui veut maximiser aussi sa production, qui veut maximiser la rentabilité des intrants de son terrain, etc. Un système intégré, donc c'est un terrain par exemple, qui prend en compte les contraintes environnementales. Et par rapport aux intrants et aux extrants, c'est là, je pense, le cœur de ce sujet d'intégration. Il faut que tu comprennes que quand tu vas capter par des nets, des toiles, des machins, des transformateurs, une forme d'énergie, que tu vas la capter et la transformer, il va se passer deux choses. D'une part, tu vas priver l'environnement autour de cette source d'énergie. Si par exemple tu prends du vent et que tu le mets dans des éoliennes, le vent va être ralenti. C'est-à-dire que quand le vent va sortir de ton terrain, il va être moins puissant. Si par exemple dans le vent il y a du pollen et que tu as des arbres qui vont capter ce pollen au milieu du chemin, ça veut dire que le pollen ne va plus sortir de ton terrain. Donc tu vas sans doute, potentiellement, tout ce que je dis c'est potentiel, c'est peut-être que ton environnement n'en a pas besoin, mais peut-être qu'il en a aussi besoin, et c'est intéressant. C'est pour ça qu'il faut observer avant et après la conception, de faire un feedback en amont et en aval. C'est-à-dire que tu peux créer potentiellement une carence, tu peux créer un manque dans l'environnement autour de ton terrain. Si par exemple tu captes toute l'eau, tu la stockes, même si c'est pas possible de capter sans fin de l'eau, mais si tu détournes de l'eau et que tu t'alimentes je sais pas moi, des champs, des parcelles de terrain, et que cette eau ne sort plus de ton terrain, tu vas créer un manque, une carence potentielle sur ton environnement. Donc c'est important de vérifier que ce que tu captes, l'environnement aux alentours peut soit s'en passer, soit s'adapter pour combler ce manque, cette carence. Voilà. Ça c'est en amont. Et puis en aval aussi, il faut que tu comprennes, et je te ferai le lien après avec l'impact global des sociétés humaines. Quand tu captes quelque chose par des transformateurs, tu vas créer des extrants. Et peut-être que ces extrants, à leur tour, ne sont pas utilisables par ton environnement. S'ils ne sont pas utilisables par ton environnement et qu'ils à d'échelle de plus en plus large, ces extrants vont s'accumuler, vont prendre la place de choses existantes,
Donc ça peut soit détruire l'écosystème, mais plus généralement on va parler de pollution, ça peut polluer ton environnement parce que justement les éléments qui sont tout autour ne sont pas capables de traiter ça, ne sont pas capables de le transformer à leur tour en quelque chose d'utile, simplement, voilà, je vais donner des exemples, comme je t'en ai donné pour l'eau qui n'arriverait plus à sortir, mais imaginons que tu crées je sais pas, t'as plein de noyers sur ton terrain qui vont capter l'eau, qui vont capter du soleil, qui vont capter du vent et du pollen, et puis les extrants, toi tu vas manger les noix et puis tu vas rejeter les coquilles. S'il n'y a rien dans ton environnement qui peut capter les coquilles, qui peut les réutiliser, les dégrader ou les faire se transformer à leur tour, eh bien ces coquilles vont peut-être s'accumuler, vont créer une couche qui va devenir de plus en plus épaisse. Je te prends des exemples un peu stupides parce que j'ai pas le temps, mais j'ai pas réfléchi spécialement avant à ces exemples, mais peut-être que ces couches de noix vont s'accumuler et que plus aucun végétal ne va pouvoir pousser en dessous. Le lien que je voulais faire avec les sociétés humaines, c'est que les grandes crises, encore cette vidéo que je t'ai faite il y a maintenant 6 mois, il me semble en août, c'est que les deux principales crises, c'est pas la surpopulation, etc., c'est à la fois un épuisement des ressources environnementales, c'est-à-dire que si tu captes plus que l'environnement ne peut restaurer, rénover, reproduire par la suite, tu vas épuiser des ressources naturelles, tu vas en conséquence de quoi transformer les écosystèmes autour de toi, ce qui peut avoir des impacts dont tu n'as pas conscience, puisque comme je te l'ai dit, il n'y a pas de limite entre ton terrain, entre les choses, ton environnement et le reste de la planète. Voilà. Et la deuxième crise alimentaire, le deuxième impact qui est lié à la pollution, c'est que on va créer des déchets qui ne sont pas réutilisables par notre environnement. En conséquence de quoi, elles vont s'accumuler et vont intoxiquer petit à petit les écosystèmes, les environnements. Voilà. Donc ça, c'est les deux impacts qu'il faut que tu prennes en compte si tu veux créer un système intégré. C'est-à-dire ne pas ponctionner plus d'intrants que l'environnement alentour de ton terrain dont il peut se passer. Et la deuxième chose, c'est ne pas ressortir, ne pas créer d'extrants que ton système ne peut pas, que l'écosystème autour ne peut pas transformer, ne peut pas recycler, sans quoi il va s'accumuler et tu vas avoir un impact négatif, dans les deux cas, négatif sur ton environnement. Donc, pour compenser un petit peu ces deux problématiques, il y a deux choses à faire. Soit on va chercher à réduire au maximum son impact environnemental, c'est-à-dire que tu peux faire un ensemble de transformations à l'intérieur de ton terrain pour que à la fois les intrants soient égaux aux extrants. Si par exemple t'as les poules qui mangent une partie des fruits qui sont produits avec de l'eau, il faut que tu te dises que l'eau que tu ponctionnes pour créer les fruits ou le maïs que tes poules vont manger, il faut que cette eau soit à un moment ou à un autre restituée sous une forme plus ou moins directe, sous une forme plus ou moins similaire. Voilà, ça c'est la partie facile où on va essayer d'avoir des intrants égaux aux extrants tant sous leur forme que sous leur volume. Le deuxième aspect, c'est si tu fais des transformations un peu plus extrêmes, des transformations où tu prends moins en compte ce principe d'égalité, alors ce que tu peux faire, c'est il y avait un petit chat qui passait à côté de moi, c'était très mignon, ces chats sauvages qui vivent dans la rue comme les chiens. C'est quelque chose, un écosystème urbain qui nous manque, il me semble, en France. Bref. Le deuxième aspect que tu peux faire, c'est vérifier petit à petit, donc toujours, alors là c'est plutôt une idée, faire vraiment des micro-changements et puis voir comment l'écosystème, l'environnement de ton terrain se comporte quand il y a un changement d'extrant. Voilà. Tu sais par exemple, voilà un autre exemple de pollution, quand tu as beaucoup de cochons qui sont concentrés au même endroit, ça fait du lisier et ce lisier en fait avec la pluie va s'infiltrer, donc il va y avoir beaucoup d'azote dans le sol, beaucoup d'autres nutriments qui vont finir près de la mer et qui vont créer des grandes marées d'algues vertes. Ces algues vertes, elles ont sans doute des aspects positifs, mais parce qu'il y a un excès d'engrais, il y a un excès d'algues vertes qui est créé et l'environnement n'est plus capable de recycler, de digérer ça, et donc du coup il y a pollution, il y a sans doute destruction de certaines variétés d'un écosystème, etc. Voilà. Donc voilà, la loi, il y a deux principes de permaculture qu'il faut que tu gardes en tête quand tu fais des modifications sur ton terrain et que tu veux vraiment créer un système intégré. C'est d'une part
faire des micro-interactions, voilà, faire des petits changements petit à petit, faire beaucoup de feedback. Et le deuxième principe, c'est observer et interagir. Observer avant d'interagir, observer après interagir, toujours cette idée de feedback. Bien voir que tes modifications ne transforment pas en profondeur, ne transforment pas excessivement, ne transforment pas plus que l'environnement autour est capable de s'adapter. Voilà, parce que sinon, en fait, si tu dégrades l'environnement de ton terrain, il va falloir que tu adaptes encore une fois ton terrain à ces changements. Donc c'est encore plus de travail. D'où l'intérêt de faire des micro-actions. Et même, on pourrait employer ce terme vraiment absolument génial qu'un pote à moi a trouvé, un ami même, je dirais, qui reprend l'idée de Bill Mollison, où on fait des changements avec le moins d'efforts possible pour l'effet le plus intense, mais on va chercher l'action la plus rentable avec, je rajouterais, le moins d'effets secondaires possible, le moins d'effets indésirables possible. Voilà. J'appellerai aussi, il y a deux lois aussi, une que je dois à Bill Mollison et l'autre que je suis pas sûr de l'avoir inventé, mais le nom, je crois que je l'ai inventé. La loi de Bill Mollison, c'est la loi de retour, c'est quoi que tu ponctionnes dans ton environnement, il faut que tu l'y rendes à un moment ou à un autre. C'est pas lui non plus qui l'a inventé, mais il est dans son bouquin. La deuxième loi très importante, c'est celle que j'appellerai la loi de au moins neutralité, c'est-à-dire que tu essaies de pas avoir un environnement négatif, au mieux. Enfin, au pire, t'es neutre, au pire, tu t'améliores rien, mais tu dégrades rien, au mieux, tu vas améliorer. L'amélioration, c'est pas forcément plus facile que la neutralité, hein. C'est pas parce que tu vas rejeter des nutriments, comme je t'ai donné l'exemple là, du lisier de cochon, de l'azote, etc. C'est pas parce que tu rejettes des trucs qui potentiellement sont positifs que tu as un impact positif. Si c'est excédentaire ou si tu crées des carences, alors tu as un effet négatif. Voilà. Donc, au moins neutralité, le mieux c'est encore de viser à ce que les intrants soient égaux aux extrants, ou que si les extrants sont différents des intrants, vérifier qu'ils n'ont pas d'impact négatif, qu'ils ne transforment pas l'écosystème, qu'ils ne détruisent pas des ressources rares, comme par exemple de la génétique des animaux. Tu sais, cette histoire de... Toi, tu t'intéressais plutôt à Notre-Dame-des-Landes, mais à côté de chez moi, il y avait le Center Park de Roibon, il me semble, où ils voulaient construire ça sur une zone humide, un peu comme Notre-Dame-des-Landes, ce qui aurait supprimé des variétés très rares de libellules, et peut-être qu'on aurait dans le futur besoin de ces variétés, de ces espèces de libellules pour s'adapter à un changement climatique, pour réaliser une transformation particulière, pour répondre à une problématique qui apparaîtrait dans le futur. D'où l'intérêt de préserver les génétiques, etc. Voilà, donc j'en ai fini avec ces histoires de systèmes et leur utilité dans une optique permacole. Je te souhaite une très belle fin de journée et plein de belles choses à toi. Salut!